Monsieur Revel, je vous ai vu réagir pendant que je parlais de Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Éric Revel? On va peut-être écouter d'abord le sujet de Mathieu Devez, puisque l'ancien patron du FMI veut faire barrage aux dangers liés à l'arrivée dite de l'extrême droite au pouvoir. Vous préférez le sujet avant, hein? Vous voulez pas vous mouiller? Non, allez, non. D'abord le sujet de Mathieu Devez, et on en débat ensuite. Oui. C'est une prise de parole inattendue, celle de Dominique Strauss-Kahn, retiré de la vie politique depuis l'affaire du Sofitel en 2011. Dans une tribune publiée dans le magazine Challenge, l'ancien directeur du Fonds monétaire international appelle à faire barrage au Rassemblement national. Ne commettons pas la même erreur que les sociaux-démocrates allemands en 1933 qui sous-estimaient les conséquences de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Malgré de vives critiques envers la France insoumise, l'ancien ministre de l'économie préfère voter pour un candidat LFI et non RN au second tour des législatives. En cas de duel entre un candidat RN et un candidat LFI, certains seront rebutés par les outrances insupportables de Jean-Luc Mélenchon. Mais il ne faudra pas hésiter. Il faut savoir choisir son meilleur ennemi pour éviter le pire. Dans un tweet depuis supprimé, Sandrine Rousseau se félicite de cette prise de position. Ah ben quand même! Dominique Strauss-Kahn juge néanmoins le programme économique du nouveau Front populaire très peu crédible, comme celui du Rassemblement national. Éric Revel, votre avis? Moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Dominique Strauss-Kahn, que j'ai eu l'honneur d'avoir comme prof d'économie internationale. Et à l'époque, il avait une grande écharpe rouge déjà, et puis des lunettes en bois. Mais là, quand je vois cette déclaration, en plus, il ne dit pas « je vais voter pour un candidat du Front populaire, PS ». Non, il dit pour un candidat LFI. Alors là, je ne sais pas s'il a subi des pressions, s'il veut revenir en politique, je ne sais rien. Mais pardonnez-moi, après les prises de position de certains députés LFI antisémites notoires, je ne vois pas comment Dominique Strauss-Kahn peut avoir cette prise de position. Et alors, c'est ça que je voulais vous dire, je ne savais même pas que le sujet en parlait, mais alors, la cerise sur le gâteau, c'est quand même Sandrine Rousseau, chef à plume des féministes, bon teint, prête à défendre les femmes dès que une d'entre elles va être regardée un peu lourdement dans un ascenseur, et qui là, alors elle a supprimé son tweet, hein, elle avait mis « ah ben quand même », genre « ah, c'est bien Dominique Strauss-Kahn nous rejoint », mais j'espère que les grandes associations féministes de ce pays vont peut-être repousser un peu ce soutien. Allez, vous y croyez. Mais j'y crois pas un seul instant, je fais de l'humour. Mais tout ça est quand même... Bon, rapidement, Sabrina. Moi, je ne suis pas du tout étonnée. Hein. Vous savez, on déplore là, le ralliement de François Hollande à la NUPES, parce que pour moi, ça reste la NUPES. Je n'ose pas l'appeler ça le Front populaire. En réalité, finalement, c'est simplement une complicité, une combinaison de ce qui se joue en France depuis 40 ans, c'est-à-dire cette alliance entre... le caïda, l'islam politique dans les quartiers, le milieu associatif, les élus qui profitent de la rente électorale par le communautarisme qu'ils organisent méthodiquement. Et Jean-Luc Mélenchon a simplement soufflé sur les braises en exaltant toutes les passions identitaires et notamment et dramatiquement l'antisémitisme. Donc moi, je ne suis pas du tout surprise que François Hollande se rallie à la NUPES, et je ne suis pas non plus surprise que Dominique Strauss-Kahn rallie la NUPES, puisque c'est son parti, la NUPES. La gauche, on va dire, plus largement, c'est son parti d'origine, c'est son parti de combat. Maintenant, je m'étonne effectivement qu'une féministe comme Sandrine Rousseau... Oui, mais ça a été passé, ça. Non, mais il aurait pu dire je soutiens un député de gauche au second tour, parce que non. Mais là, mais c'est LFI, c'est ça qui est absolument incroyable. Louis Rachel, ce qui est expliqué, parce qu'en fait c'est Dominique Strauss-Kahn, mais il y a beaucoup de gens qui disent la même chose que Dominique Strauss-Kahn. Il y a même des hésitations au sein du camp d'Emmanuel Macron. Et donc pour tous ces gens, choisir l'antisémitisme, bon, c'est pas si grave que ça pour des raisons électorales. Non, mais choisir l'antisémitisme, c'est ça. Ça dit ça exactement. Qui pour le coup, il suffit de voir simplement les enquêtes d'opinion qu'on fait autour de nous. Moi, tous les Français juifs que je connais, il y en a beaucoup qui n'avaient jamais voté RN de leur vie et qui vont le faire pour la première fois parce que c'est le seul parti, selon eux, qui tient un discours extrêmement clair par rapport à ce qui se passe en Israël et au Hamas. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est que choisir des candidats qui font la promotion du Hamas, qui considèrent que c'est un mouvement de résistance, il n'y a plus aucun problème. Tout est pardonné. Mais non, mais c'est complètement lunaire. Mais moi, je demande juste une chose, que toutes ces personnes-là n'aillent plus jamais faire des leçons de morale ou monter sur des estrades. C'est le cas, hein.
mais qu'ils ne fassent plus jamais. Jusqu'à la fin de leur jour, ils ne peuvent plus dire qu'ils soutiennent à Courbevoie la jeune fille, parce qu'en fait, en faisant le choix de la France insoumise, ils font le choix de la compromission. C'est pas simplement on essaie de s'adapter. Vous savez, il y a quelques années, il y a 15-20 ans, on parlait lors des élections de ce qu'on appelait les points non négociables. Eh bien, le problème, il n'y a plus rien qui est non négociable. Au nom de la vertu et au nom de vraies valeurs. Les valeurs, ça voulait dire quelque chose. Une valeur, normalement, c'est quelque chose d'immuable. C'est-à-dire qu'on ne transige pas avec ça. Eh bien, il n'y a plus aucun point non négociable pour ces gens-là, puisque voilà, même Dominique Strauss-Kahn qui est prêt à voter pour des candidats et les filles qui considèrent que le Hamas est pas la gauche, mais je trouve qu'ils se déshonorent, ils sont tombés vraiment très bas. Alors, et pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce que vous dites, c'est on a quand même 2 personnes qui ont été convoquées à la police pour apologie du terrorisme et qui viennent de LFI. On l'oublie un petit peu, mais là c'est très concret, très factuel. Elles ont été convoquées. Et une personne fichée S. Exactement. Alors après sur Dominique Strauss-Kahn. À partir de quel moment c'est intéressant que Dominique Strauss-Kahn nous donne une consigne de vote? Parce que là, en fait, il a eu ce séisme interplanétaire. Non, mais c'est vrai. Le monde entier en a parlé, oui, je vous le confirme. Le monde entier en a parlé. Ça a été même repris dans des séries. C'est-à-dire que pour revenir dans ce contexte actuel, il a jamais plus parlé. Et il arrive comme ça en 2024, alors qu'on est dans un bordel démocratique. Eh ben, il arrive. Ah, c'est peut-être pour ça. Oui. Emmanuel Radzavi. Non, mais moi, je noterais simplement une chose, c'est que sa parole aujourd'hui, sa parole politique, en tout cas, elle est complètement, en fait, disqualifiée depuis longtemps. Mais au final, il y a beaucoup de gens qui soutiennent LFI, dont la parole politique est disqualifiée. Donc, tout ça, finalement, ne me surprend guère. Bien sûr. Louis Dragnel, vous évoquiez ce qui se passe du côté de l'Élysée, parce qu'il y aura peut-être la stratégie du ni, c'est-à-dire ni RN, ni France Insoumise, c'est ça, qui est en train de se dessiner. Exactement. Dans les consignes de vote. Donc ça veut dire, en fait, dans l'autre sens, aucun problème pour voter pour des candidats communistes, aucun problème pour le camp macroniste, pour voter pour des socialistes, pour voter pour des écologistes, donc pour voter pour Sandrine Rousseau, qui par ailleurs, ils combattent matin, midi et soir. Et en fait, on voit cette dialectique qui est à peu près la même que celle de Dominique Strauss-Kahn. Et donc, en fait, il n'y a rien de pire pour eux que le RN. Alors que c'est tout le paradoxe de l'histoire. Quand on connaît un peu les coulisses de la vie politique, on sait qu'avec des députés Rassemblement National, il y a des ministres qui s'entendent très bien, qui déjeunent avec eux. Ça ne les gêne absolument pas. Mais on voit en fait à quel point ils se disent qu'il n'y a plus aucune autre ficelle que celle-ci pour essayer de se maintenir au pouvoir. Puisque si réellement ils avaient des arguments, ils les en utiliseraient. Et il y a plein d'arguments pour critiquer le Rassemblement National. Mais là, encore une fois, c'est cette volonté d'essayer de montrer que c'est la surdiabolisation du RN, puisqu'ils expliquent que... Non, mais c'est ça qui est terrible dans la comparaison. Est-ce que ça veut dire qu'on met un signe égal, Louis, entre RN et LFI ? Est-ce que Emmanuel Macron met un signe égal entre RN et LFI ? C'est pire que voter LFI si on écoute Dominique Strauss-Kahn. Non, mais là, je vous parle de ce qui se passe du côté de la Macronie. Emmanuel Macron, non, il va pas jusqu'à... Alors, déjà, il n'a pas encore donné sa position. Vous évoquez le contenu d'une réunion qui a eu lieu en visio, à laquelle participait Emmanuel Macron, mais on ne sait pas exactement ce que lui a décidé. D'accord. Mais on voit bien que, voilà, ce qui nous remonte, c'est cette volonté d'imposer d'essayer de demander aux électeurs de respecter cette consigne, ni RN, ni LFI, mais aussi quand on gratte un tout petit peu, on sait qu'il y a des personnalités autour d'Emmanuel Macron qui seraient prêtes sans aucun problème à voter LFI plutôt que RN. Il y a eu par exemple un appel dans Le Monde cet après-midi qui était co-signé par des gens du nouveau Front Populaire et aussi par un ancien ministre Clément Beaune et une actuelle ministre Agnès Pannier-Runacher. Un dernier mot là-dessus, Florian Tardif du service politique de CNews nous explique qu'effectivement la stratégie de la campagne de la Macronie sera de montrer l'inanité des programmes du RN et de NFP, donc Nouveau Front Populaire, avec un risque de confiscation fiscale affiché au grand jour pour le Nouveau Front Populaire et dissimulé pour le Rassemblement National. Confiscation fiscale, Éric Revel, pour les programmes. Confiscation fiscale, c'est au programme ? Ce qui est sûr quand même, quand vous écoutez Jordan Bardella pour parler par exemple du programme économique du RN, c'est que au fur et à mesure que le mur du pouvoir se rapprocherait pour le RN, le mur de la réalité se précise aussi. Vous avez vu qu'il a retiré quand même pas mal de mesures. Par exemple, on peut être pour ou contre, mais vous baissez un taux de TVA, il faut l'aval de Bruxelles. Vous décidez de réduire la contribution de la France à l'Europe, il faut en parler parce que vous pouvez avoir un veto de Bruxelles, etc. etc. Moi, ce que je crois, je vais vous dire, ça me fait penser un peu à la gauche
quand elle est arrivée au pouvoir. Souvent, quand la gauche arrive au pouvoir, je vais prendre 2 exemples, François Mitterrand et François Hollande, vous avez des grandes réformes sociétales. L'avantage d'une réforme sociétale, c'est que ça solidifie votre base électorale et que ça ne coûte pas 1 euro au budget de l'État. Abolition de la peine de mort, mariage pour tous. IVG, c'était un tout petit peu avant, hein, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on voit sur quoi a mis l'accent Jordan Bardella. Il a mis l'accent sur l'éducation. Retour à l'autorité, vouvoiement des professeurs. Eh bien ça, c'est typiquement ce que j'appelle une réforme sociétale qui ne coûterait pas 1 euro et qui permettrait peut-être au RN. Et puis la grosse ficelle de l'audit financier que tous les gouvernements ont fait. C'est-à-dire, je fais un audit financier des finances publiques pour savoir, et au rage, au désespoir, au vieillesse ennemi, je découvre que les finances publiques sont beaucoup plus dégradées qu'on me l'avait dit. Je suis à la tête d'un État en faillite. Dans ces cas-là, je remets à plus de tard. regarder les rapports de la Cour des comptes. Je remets à plus tard. Non mais oui, mais enfin, on a découvert, par exemple, Bruno Le Maire a découvert qu'on avait des recettes fiscales en moins, ça vous a pas échappé. Non, ce que je veux dire, c'est que l'audit financier, c'est un grand classique. Maintenant, vous savez, moi je pense que les Français, ils votent plus sur les programmes. Ils votent sur le rejet, ils votent sur le ras-le-bol, ils votent sur le rejet des élites. Voilà. C'est vrai. Tout à l'heure, on sera avec Jérôme Fourquet. C'est exactement ce qu'il dit, qu'il y a une sécession des élites par rapport au pays. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Béatrice Brugère, vous avez fait ce livre admirable, Justice, la colère qui monte. Ça fait partie des grandes colères des Français. Oui. Cette inquiétude sur le fait que la justice ne fonctionne pas et qu'il y a un décalage entre les actions des délinquants et la réponse pénale. On y revient dans un instant avec vous dans Punchline sur CNews et Europe 1.